Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. On est bien ? On est super bien. On est dans un jardin, on est en plein cœur de Marseille, c'est juste dingo. Ouais, c'est pas faux. Imaginez qu'on peut avoir un truc comme ça. En plus, j'ai vu qu'il allait faire un temps pourri demain, mais aujourd'hui il fait très beau. C'est vrai ce week-end ? T'as pas vu ? Ah non, c'est pas le film. Depuis que je suis sur je te Marseille, je l'apprends. regarde plus. Désolé. En même temps, c'est vrai qu'ici, vous ne devez pas avoir ce réflexe. Non. Ça, c'est un réflexe de gars du Nord. C'est ça. Tu dis quel temps il va faire demain. Ça, Ouais, ici on regarde pas trop en fait. Ouais, en fait, à peu près toujours le même temps, donc c'est agréable. Je suis hyper content d'être avec toi Moi aussi. Trop cet content. après-midi et de partir dans l'inconnu pour un nouvel épisode. Merci de ton temps. Tu sais qu'on va garder ton identité et ton métier secret durant notre échange pour redonner du sens et mettre le qui es-tu avant le que fais-tu. Tout à fait, et c'est d'ailleurs un des trucs qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus apprécié dans ta proposition. Je trouve que c'est malin, on n'a plus l'habitude de faire ça, donc je suis très content de le faire comme ça. Et bah écoute, j'en suis ravi aussi. J'aimerais savoir comment tu vas. Ça va super bien. Ça va super bien, Arnaud, et merci d'ailleurs de ta question, parce qu'on se pose pas assez comment ça va. Moi, j'essaie de le faire tout le temps. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, que ce soit d'ailleurs avec des collaborateurs ou avec des amis, je trouve qu'on passe pas assez de temps à s'intéresser sur comment va vraiment l'autre. D'abord parce que ça va être quand même à la base de tout échange. Si on est pollué par quelque chose, ça va polluer l'entretien ou ça va polluer le moment de débat ou d'échange qu'on va avoir. Moi, je vais très bien. Je vais très bien, à la fois personnellement, je pense que c'est quand même le plus important, et au niveau professionnel aussi. L'idée, c'est pas forcément d'opposer les deux, mais je me rends compte, avec un peu d'expérience maintenant, qu'on a quand même une dualité à traiter qui est importante, et qu'on peut avoir des moments de désynchronisation entre les deux. Aujourd'hui, je suis plutôt dans un moment de synchronisation, donc ça me fait super plaisir. C'est pour ça que je dis que ça va vraiment. Ok, c'est bon. Là, on est bien alignés. Ah ouais, t'es bien aligné. très aligné. Ouais, ok, c'est cool. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Écoute, Où est-ce que tu nous reçois ? on est, je crois que ça s'appelle la Corniche à Marseille, Ouais. dans un jardin, dans un lieu un peu nôtre, hein, parce que on est dans les jardins d'un hôtel, puisque je ne réside pas à Marseille, comme tu le sais, mais que je suis ravi de t'y retrouver. Et ma foi, on est très bien, on est sous les pins maritimes, très agréable. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour ce faire, je te laisse choisir un dé dans cette besace. Au hasard, hein. Au hasard, Même au ou hasard. choisi. Voilà, un dé, un dé jaune. La couleur te va ? La couleur me va bien. J'ai pas forcément. J'ai rien contre les dés jaunes. Ok, parfait. 5. Le handicap. Ah, le handicap, très bien. Qu'est-ce que le handicap ? Qu'est-ce que tu considères comme un handicap ? Écoute, alors c'est marrant parce qu'on a quand même eu, avant cette interview, au moins un échange de moins 10 minutes sur le handicap, donc c'est intéressant. Comme quoi, je ne sais pas s'il y a vraiment des hasards. Non, il n'y a pas de ça hasard. sera- D'ailleurs, je devrais peut-être le renommer. C'est pas au hasard de la C'est discussion. pas au hasard de la discussion. C'est à parce la que là, synchronicité de la discussion. c'est- Exactement. Donc, manifestement, aujourd'hui, il était prévu qu'on parle de handicap, qu'on en parle un peu et qu'ensuite, on soit capable de développer. Écoute, le handicap, c'est quelque chose de particulier parce que il y a deux façons, au moins, de réagir face au handicap. La première, c'est quand toi-même ou quelqu'un de qui tu es particulièrement proche est touché par le handicap. J'ai peu d'exemples dans ma famille proche ou dans mes collaborateurs de gens qui soient touchés par le handicap. Puis la deuxième façon de réagir face à ça, c'est de s'intéresser ou de essayer de comprendre que vivent les personnes dites en situation de handicap. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, c'est des sujets, de toute façon, où on fait toujours très attention à ce qu'on dit parce que, et c'est normal, il y a, à mon avis, de grandes chances de froisser ou de grandes chances de blesser sans le vouloir. Et donc, c'est forcément des choses sur lesquelles on joue un peu avec les pincettes. Donc voilà, donc déjà pour te répondre, moi je ne suis pas touché à titre personnel par le handicap, en tout cas je ne le crois pas. C'est toujours possible, mais je n'ai pas été diagnostiqué. Et sur l'approche que j'en ai d'un point de vue sociétal, par exemple, je trouve sain qu'on soit dans une inclusion importante. Alors ça fait un peu sujet bateau, mais je le vis aujourd'hui, je le vis énormément dans mon rapport, par exemple, avec les collaborateurs ou dans la capacité qu'on a dans des sites qui accueillent des clients ou
des entreprises qui accueillent des collaborateurs à se mettre au niveau des personnes, quel que soit le handicap d'ailleurs. Et puis, sur un autre terrain, qui n'est pas le terrain de la société, mais qui est plus le terrain amical ou des gens que je peux fréquenter, mon regard, il est vraiment neutre. Alors, est-ce qu'on peut être vraiment neutre ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que mon regard, il est neutre. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a attiré dans ton podcast, c'est que j'ai pas tendance à m'adresser aux gens par ce qu'ils font, mais plutôt par ce qu'ils sont. Et pour moi, la situation de handicap, même si ça fait partie de la personne, parce que tu vas développer une façon de vivre, une façon de réagir, une façon d'écouter, ou même un rapport aux autres qui est conforme, en tout cas qui est très en lien avec ton handicap, c'est pas non plus, quand tu reviens à l'essence même de la personne, c'est pas ce qui définit. Le handicap, c'est pour moi, c'est facile de le dire parce que encore une fois, je le vis pas moi-même, mais c'est beaucoup plus une caractéristique un peu annexe qu'une caractéristique propre de l'individu. Voilà. Tu auras noté avec mes réponses que j'ai pas grand-chose à dire sur le handicap. Et je suis par contre assez content. Si on peut avoir des choses là-dessus, ça va sûrement me nourrir. C'est une belle lancée de balle, ça. Bravo. Je vais te poser une question un peu qui peut paraître un peu abrupte. Est-ce que tu penses que le handicap est une chance ? Alors, là aussi, terminé, mon cher Arnaud, parce que j'ai envie de te dire, si j'étais en situation de handicap, je pourrais te dire que c'est une chance. Mais quelle audace de pouvoir dire que c'est une chance quand on ne subit pas, pour le coup, donc tu l'as pas vécu, quoi. Exactement, que tu n'as pas les côtés difficiles du handicap. Maintenant, si on se met sur quelque chose de totalement objectif et qu'on est sur quelque chose de philosophique, on peut se dire que toute situation qui amène l'individu à se surpasser ou à développer des compétences spécifiques est une chance. Le prix à payer pour ça, par contre, moi, je ne l'ai jamais payé. Donc, c'est compliqué de te dire que c'est quelque chose de souhaitable. Une chance, certes, mais souhaitable, je ne sais pas. Mais est-ce que tu t'es quand même dépassé ? Oui, bien sûr. Sans avoir eu ce... comment dire C'est pour ça que je te dis qu'il est aussi tout à fait possible d'imaginer que n'importe quelle situation de dépassement t'amène quelque chose et que le handicap, encore une fois, c'est une théorie parce que je ne l'ai pas vécu, le handicap doit lui aussi être une situation dans laquelle tu dois apprendre à te dépasser et à créer des ressources particulières. Maintenant, est-ce que tu as vraiment besoin d'être en situation de handicap pour te dépasser pour dépasser C'est là que je mets le bémol, parce que moi je peux pas le... La question est ouverte, vous avez 2 heures. Ouais, non mais c'est ça. Et ce qui serait intéressant par contre, peut-être, c'est d'en discuter, d'échanger avec une personne en situation de handicap. Parce que j'imagine qu'on doit apprendre énormément de choses de la façon dont les gens l'ont vécu et peut-être même plus encore de la façon dont ils vivent le regard des gens. Et ça doit être aussi tout à fait particulier. On part sur une deuxième thématique ? On part sur une deuxième thématique, Arnaud. Voilà, celle-là sera peut-être coupée au montage. On va passer sur la deuxième. Elle était très bien celle-ci. Elle était humaine. 4. La famille. Ah, la famille. C'est beau la famille. Quelles valeurs familiales sont les plus importantes pour toi ? Qu'est-ce que tu mets dans les valeurs familiales ? Quelles sont des valeurs familiales ? Ça va être à toi de me le dire. Ah ouais, ouais. Ah, donc c'est moi qui fais tout le boulot. Tu peux pas me renvoyer la balle. Je peux pas toujours te renvoyer la balle. Alors d'abord, écoute, on va être très clair parce que pour moi c'est un point cardinal. La famille, c'est ma raison de vivre. Et quand je te dis la famille en sens propre, je vais même faire une digression, c'est-à-dire que ma famille est aujourd'hui ma raison de vivre. Je me lève le matin pour ma famille, je me couche le soir en pensant à ma famille. Toutes les actions que je peux faire sont in fine tournées vers le bien-être, la progression, comment je vais dire ça, la symbiose familiale. Et donc, je ne sais pas si c'est une valeur cardinale, mais en tout cas, moi aujourd'hui, c'est ma boussole. Ok. Et donc, je n'ai d'ailleurs pas d'autres boussoles. J'ai souvent coutume de dire que, in fine, tout ce que je fais, y compris d'ailleurs dans la vie professionnelle, c'est absolument pas un but. C'est plutôt un moyen d'assurer à ma famille une capacité de projection, une concorde, parce que c'est aussi très important. Et donc, je considère que la famille est aujourd'hui à la fois l'alpha et l'oméga de ma vie. Ce que j'entendais par valeur, tu vois, si je reprends certains de mes invités, c'est le respect, la communication dans la famille. Oui, d'accord, mais qui ne sont pas spécifiques à la famille. Qui ne sont pas forcément spécifiques à la famille, d'accord, mais qui peuvent être au sein de la cellule familiale. Pour que la cellule familiale, en fait, vive, s'épanouisse. Tout à fait, je comprends très bien. Mais du coup, je peux répondre un peu à ça. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Même si tu ne me reposes pas la question. Tu veux que je te la repose ? Non. Tu me la reposeras tout à l'heure. Non, alors je vois 3 valeurs principales qui permettent pour moi
qui permettent une vie harmonieuse en famille. Je vais le dire comme ça. Ok. Je retourne un peu le truc. Je sais pas si c'est comme ça. Non, ouais, c'est bien, vas-y. La première des choses, c'est le respect. Et ça vaut pour toutes les relations humaines, mais je pense que c'est évidemment exacerbé en famille. Parce qu'en famille, tu t'ouvres énormément plus. Tu vas partager des émotions, tu vas te rendre vulnérable, tu vas vivre et voir les individus qui composent ta famille dans des situations que tu seras les seuls à voir. Et donc, la première des règles absolument majeures, c'est le respect de l'individu, le respect des différences même au sein d'une famille. La deuxième, c'est la fidélité. Mais la fidélité, pas en tant que juste respect du contrat de mariage ou ce genre de choses. La fidélité à ce que sont les gens et au projet que tu veux. Et ça, c'est une valeur qui est majeure dans la famille, mais qui est tout aussi majeure dans les relations humaines, selon moi. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de fidèle. Moi, je considère qu'en amitié, en amour, tout ça, la fidélité est une des plus belles choses que la femme ou l'homme puisse apporter dans une relation. Et puis, la troisième valeur qui me semble absolument majeure en famille, c'est le débat. Alors, je ne sais pas si c'est une valeur, on peut dire les échanges, ce genre de choses. C'est-à-dire que la famille comme lieu figé, la famille comme lieu fermé, la famille comme entre-soi ou comme finalement réduit, c'est quelque chose qui me parle peu. Moi, j'ai besoin que la famille, ça soit aussi un lieu de confrontation, toujours avec cette fidélité et ce respect, bien sûr, un lieu de débat, d'échange, parce qu'in fine, c'est ce qui va permettre cette nourriture, et ce qui va permettre d'être encore plus fort pour sortir de ce cadre familial, et quand on a des enfants, comme moi aujourd'hui, pour préparer ces enfants à fonder après leur propre famille. Donc c'est ce qui est assez beau, c'est que c'est un peu comme les poupées russes, tu as une famille, puis tu en as deux, puis tu en as trois, etc. Et c'est ce que je trouve magnifique dans la famille. Voilà. Ok. Eh ben merci de rien, je sais pas si c'est les valeurs familiales, mais c'est des valeurs. C'est des trucs non, mais j'aime beaucoup cette idée de confrontation, mais dans la confrontation que je dirais positive. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de confrontation, c'est tout de suite négatif. Alors la confrontation peut être, on va dire, une joute verbale, un échange d'idées. On n'a pas besoin d'avoir la même idée, d'être OK, mais par contre, on peut discuter. Très en phase avec ce que tu dis. T'aimes la couleur rouge, moi j'aime la couleur vert, et puis peut-être qu'à la fin on trouvera un entre-deux ou pas, et c'est OK en fait. Et c'est pour ça que je la mets dans ce triptyque respect, fidélité, confrontation. Parce que, regarde, si tu as le respect, tu peux te confronter. Mais si tu as en plus la fidélité, peu importe l'issue de la confrontation, puisque tu as décidé d'être ensemble, et tu as décidé de faire quelque chose ensemble, et tu as décidé que ça, c'était une valeur qui s'imposait même au résultat d'une confrontation. Ouais. Par contre, il faut que la fidélité soit évidemment une valeur partagée, sinon c'est plus compliqué. Allez, on part sur une dernière thématique. Allez, toujours avec le dé ? Toujours avec le dé. T'as combien de thématiques du coup ? C'est un dé à 6 faces. Un dé à 6 faces, mais... Merde, ça a failli tomber par le balcon. 2. Le travail. Ah bah écoute, J'aime beaucoup, c'est bien fait cet enchaînement. J'aime beaucoup ce Le triptyque. handicap, la famille et le travail. Wow. Quelle est ta relation au travail ? Ah écoute, j'ai un peu dévoilé tout à l'heure. Mais je mettrai un bip. Hein. Je vais pas être très... Ah oui, voilà. Je vais pas être très original. D'abord, le travail, c'est une composante essentielle de l'individu. C'est-à-dire que il n'y a pas de vie épanouie sans travail. Attention, je mets dans le travail plein de choses. Hein. Je mets l'effort, l'accomplissement. Ça peut être un travail, ça peut être d'être une dimension, peut être une dimension sportive, par exemple. Tu vois, je ne le dis pas au sens de travail professionnel. Ok. Ou au fait de, je ne le dis pas non plus au sens de travail rémunéré. Est-ce que tu peux nous le dire ? Ouais, sur donc, le je vais sens dire, que tu veux. tu sais quoi, je vais recommencer. Non, mais j'essaie, j'allais faire le J'allais faire le truc. tour. Non. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire ? Sur le travail, c'est sur l'effort, sur le fait d'avancer, de faire quelque C'est chose. l'effort, mais bon sang, une personne qui consacre sa vie à sa famille, c'est du travail. Une personne qui consacre sa vie à une association, c'est du travail. C'est en ça que je dis travail. Complètement. Je comprends que effectivement, Activité. C'est bien mieux dit comme ça. On va dire que c'est une activité. En tout cas, c'est la même chose. Et donc, je pense que l'activité, au sens de faire quelque chose, et chez moi, effectivement, c'est un travail salarié et rémunéré, c'est une composante essentielle de l'individu. Alors, donc la question était mon rapport au travail, c'est ça ? Ta relation. Ma relation au travail. J'ai la chance de faire un travail que j'adore, qui m'épanouit pleinement, et qui en plus est un bon moyen pour apporter, à la fois dans ce cadre du travail aux autres, mais hors du cadre du travail, apporter aux autres qui sont à mes côtés, les gens que je rencontre, ou ma propre famille, puisqu'on vient sur la famille. Donc moi, mon rapport, ma relation au travail, c'est une relation qui est très saine. Et j'ai beaucoup de chance, parce que si on ne parle pas d'activité, mais que de travail, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Ouais.
Bon, tu nous en diras peut-être plus ou pas à la fin sur ton activité ou ton travail. Est-ce que tu as reçu un conseil? Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Le meilleur conseil professionnel? Le meilleur conseil professionnel que je fais. Alors moi, moi, je me définis comme un manager, d'accord. Aujourd'hui, je suis avant tout un manager. Je te remettrai un bip. Voilà, Ouais. d'accord, pardon, Ok. il faut pas le dire. Ok, ouais, c'est compliqué. Pourtant, Ah j'ai oui. pas donné le nom, donc je me suis dit, bon, bah ça va, je peux le dire. Non, j'aime bien. Aujourd'hui, je pense que mon activité, mon travail, c'est de manager, d'accord. Et le meilleur conseil qu'on m'a donné pour être un bon manager, c'est un coach qui me l'a donné et qui m'a dit votre mission à vous, c'est de faire l'équipe et l'équipe fera le reste. Et je trouve que c'est très puissant parce qu'on ne peut pas faire à la place des gens, en tout cas il ne faut pas faire à la place des gens. On ne peut pas non plus être dans la toute-puissance et savoir tout faire au sein d'une entreprise. Par contre, ce que vous pouvez faire quand vous êtes un manager, c'est faire en sorte de faire une équipe. Et faire une équipe, c'est pas si facile. Il ne suffit pas juste de recruter, il faut la faire vivre ensuite, cette équipe. Il faut aplanir, il faut être capable de nourrir les débats, mais de sortir grandi des débats et des confrontations que vous pouvez avoir entre deux personnes de votre équipe. Donc voilà, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, en tout cas celui que j'utilise le plus souvent quand je suis un peu perdu, et ça me rassure, parce que je me dis que finalement, j'ai pas tout à faire, moi j'ai à faire une équipe, et puis l'équipe fera le reste. Donc je trouve que c'est un très bon conseil. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un mentor? J'ai pas de mentor au sens strict du terme, c'est-à-dire que j'ai pas une personne identifiée qui aujourd'hui est mon mentor ou auquel je vais me référer ou que je vais contacter si jamais j'ai des besoins. Donc est-ce que tu as des sources d'inspiration? Ouais, merci, bravo Arnaud. J'ai des sources d'inspiration, j'allais y venir. J'ai des sources d'inspiration qui peuvent être des personnes d'ailleurs, mais qui peuvent être aussi des préceptes ou qui peuvent être carrément des trucs plus métaphysiques. Cette espèce de maelstrom ou cette espèce de toutes ces choses mêlées, à la fois les personnes, les préceptes, la littérature aussi, et puis des inspirations de sources plus métaphysiques, mises ensemble, m'amènent à avoir, suivant les situations, une ligne de conduite plutôt A, plutôt B, plutôt C, mais qui reste quand même cohérente, en tout cas pour moi, avec l'ensemble des sources d'inspiration dans lesquelles je peux puiser. Tu sais, j'aimerais beaucoup, et je pense aussi beaucoup que les auditeurs aimeraient que tu nous donnes quelques exemples, un ou deux, pas tous, mais... Ah, moi j'aime beaucoup par exemple Saint-Exupéry. Et donc j'ai lu tout Saint-Exupéry, tout le monde connaît Saint-Exupéry. Mais en termes de sources d'inspiration, que ce soit sur une lecture approfondie des rapports humains, que ce soit sur une lecture approfondie du leadership, c'est les deux choses sur lesquelles je trouve qu'il est le plus puissant quand on décrypte un peu son œuvre. On arrive à des trucs qui sont exceptionnels. Enfin, tu vois, l'exemple du, je sais pas si tu connais, et puis je vais mal le citer, mais je vais te raconter l'histoire parce que c'est pas grave finalement. Puis tu couperas, tu mettras des bips quand c'est pas clair. Mais tu vois par exemple, ce truc qui est de dire, c'est du Saint-Exupéry. Si jamais tu veux faire construire un bateau à ton équipe, il faut pas choisir les femmes et les hommes qui seront les meilleurs marins. Il faut pas aller couper le bois avec eux et leur dire voilà, vous avez un tas de planches, des clous. J'ai jamais construit de bateau, donc je vais peut-être oublier des trucs. Vous avez la coque, un mât, etc. et tout. Et puis je vais vous apprendre comment on construit le bateau. Commencez par assembler deux planches, etc. et tout. Non. Si vous voulez faire construire un bateau à une équipe, vous, en tant que manager ou leader, c'est comme ça que je le lis, vous devez leur donner le désir de la mer. Et pour moi, ça résonne avec faites l'équipe fera le reste. C'est la même chose. Toi, en tant que manager, leader ou patron, ce que tu dois donner, c'est un cap et tu dois faire adhérer cette équipe à ce cap. Et ensuite, tu dois vérifier que tout le monde sait pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble et quel désir de la mer ils vont avoir ensemble. Dans une entreprise, ça peut être un désir d'un nouveau marché, ça peut être un désir de ce que tu vas apporter au monde par les biens ou par les choses que tu vas pouvoir faire. Pour gommer les scooters, ou c'est compliqué de Ça va être compliqué. Vous vivez avec nous notre petite pause de l'après-midi. On est quand même dans le centre de Marseille. On est quand même dans le centre de Marseille, mais c'est quand même très calme. Voilà, donc ça marche pour la famille. Je fais un rollback à la famille. Ouais, tu veux dire leur donner le désir de la mer? Oui. C'est la même logique. Ok. Quand tu élèves des enfants, tu peux leur donner tout un tas de choses qui vont les armer pour la vie, et tant mieux. Mais il y a un truc que tu ne pourras pas faire à leur place, c'est s'épanouir. Pour qu'ils s'épanouissent, il faut que tu trouves, il faut que tu donnes, dans la même idée, le désir de la mer. Alors pour un enfant, ça peut être une passion sur le sport, etc. Mais c'est bien par ces clés-là que tu vas réussir à les emmener, et surtout que tu vas réussir à en faire des femmes et des hommes équilibrés, fiers de leur choix et alignés.
Top. On passe au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Texte à trous. Ok, d'accord. L'art de la simplicité, c'est... Attends, moi je dis quoi là? Ah, tu termines. Bah, tu dis ce que tu veux. D'accord, pardon. Non, j'avais pas compris. En fait, toi, parce que je croyais qu'il y avait des trous. Bah oui. Non, en fait, c'est pas un texte à trous. Bah, Tu me donnes une c'est un phrase et début je de phrase. finis. Oui, si tu veux. Monsieur joue sur les mots. Ça me va très bien. Ça me permet de réfléchir. C'est ça. D'accord, ok. Très bonne Parfait. technique. Redis-moi, c'était quoi la question? Ma dernière boulette. Ma dernière boulette était récente. C'était laquelle? Ah ouais, d'accord. Bon. Ma dernière boulette était récente et c'était familial. Sans rentrer dans le détail, comment je vais dire ça? Un manque d'humilité Ok. avec un de mes enfants. Et c'était une boulette parce que, tu vois, dans les valeurs cardinales dont on a parlé tout à l'heure, il y en avait une qui était le respect. Oui. Et je trouve que là, j'ai pas été au niveau. Et c'est une boulette, mais c'est presque une blessure. Parce que c'est jamais simple avec, évidemment, les personnes que tu aimes le plus au monde. Donc voilà, c'est pour ça que je considère que c'est une vraie boulette. Ok. Tu vois, si c'était à refaire... Cette boulette? Non. Ah. De manière globale. Tu vois, si c'était à refaire... Attends, on est toujours dans le texte à trous. Ah bah bien sûr, je vais t'en faire plusieurs. Je croyais que tu étais en train de me répondre à ma boulette. Ok. Alors, tu vois, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Pourquoi? Parce que je suis assez content de l'homme que je suis devenu. L'art de la simplicité, c'est... L'art de la simplicité, c'est de bien s'entourer. Ma plus grande source d'inspiration, C'est la lecture. mon livre de chevet. C'est Terre des hommes. Et je vais t'en faire une dernière. Le plus grand défi que j'ai surmonté dans ma vie est... Ah, j'en ai eu un paquet des défis. Le plus grand défi que j'ai surmonté dans ma vie, c'est quelque chose de professionnel. C'est je crois, d'avoir été nommé 2 mois avant le Covid. Et c'est cette période de Covid qui a été particulièrement marquante dans ma vie professionnelle, à ce moment de responsabilité dans une entreprise qui pour le coup, a été particulièrement frappée par le Covid. Donc je pense que c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, je le dirais. On passe à la question d'un inconnu. Chaque invité pose une question au prochain invité. Je vais donc te poser la question de mon dernier invité. Et cette question est, est-ce que tu penses pouvoir faire un métier sans passion? Oui, je pense pouvoir faire un métier sans passion. J'ai la chance de ne pas le faire aujourd'hui, mais je pense que si les circonstances m'y obligeaient, je serais capable de faire un métier sans passion. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, au début de cet entretien, l'activité ou le fait de faire des choses, c'est inhérent et ça fait partie de l'équilibre et de l'alignement d'une personne, femme ou homme. Mais le métier, l'activité professionnelle, pour moi, reste quand même un moyen et pas un but. Un moyen, notamment, de s'épanouir pleinement dans sa vie personnelle et sa vie familiale. Donc, je ne les mets pas sur le même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je serais à l'inverse incapable de fonder une famille ou d'avoir des rapports humains Sans passion. avec des gens soit que j'apprécie pas, soit pour lesquels j'ai aucune passion. C'est le véhicule en fait. C'est exactement ça. Ok. Tout compris. T'as le chemin. Tu dois avoir l'habitude parce que tu comprends vite. Pas toujours, c'est pas vrai. Non. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui pique, qui t'énerve? La politique, mais pas au sens de truc un peu bateau de la politique. À la base, j'aime beaucoup la politique. Je trouve que la politique, faire société, tous ces sujets, c'est quelque chose de noble, tu vois, et en plus, c'est quelque chose de nécessaire dans une société de femmes et d'hommes. Mais c'est un peu galvaudé aujourd'hui de le dire, mais je le pense vraiment. On atteint le niveau zéro aujourd'hui des débats politiques, de la compréhension même politique au sein de la société. On a une chance folle, c'est d'être en démocratie, et j'ai l'impression qu'on est en train en train de vivre peut-être les derniers moments d'une démocratie véritablement éclairée. J'irai pas plus loin parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis atterré du niveau. Ouais. Mais encore une fois, je suis ni anarchiste ni apolitique, et c'est pas du tout parce que je m'en contrefous, c'est l'inverse. Je ne comprends pas comment on peut arriver. Non, c'est l'amour et ça revient de ce que tu as dit tout à l'heure sur le plaisir de débattre. Ouais. La confrontation d'idées, le respect pour faire avancer faire avancer le collectif. C'est ça qui a plus aujourd'hui. On est dans des C'est anathèmes, on est dans des formules toutes faites, on est dans de la communication, on est dans une petite représentation théâtrale, etc. Et encore une fois, là, pour le coup, il ne s'agit vraiment pas de dire... je pense que c'est malheureusement tout bord confondu. C'est-à-dire que ce n'est même pas inhérent à un bord politique. C'est la façon dont on a aujourd'hui et je vais le dire comme ça, c'est un terme fort, mais de subir la politique aujourd'hui en tant que citoyen. Ok. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Il m'est arrivé un truc pas très drôle
récemment, j'ai eu une grave maladie, mais qui s'est révélée finalement être bénigne. Donc j'ai beaucoup de chance. D'ailleurs, je vis ce moment, le moment même qu'on parle, qu'on partage, Arnaud, aujourd'hui, comme un moment formidable, parce qu'à un moment donné, il y a quelques mois, je me suis même demandé si j'aurais encore des moments d'échange avec mes semblables. À ce moment-là, je me suis dit, c'est une façon de répondre à ta question, mais tu as vu depuis le début, en fait, je fais un peu ce que je peux plutôt que ce que je veux dans les questions. Ce que tu veux aussi. Hein. Un petit peu. Mais c'est bien tourné. Je me suis posé une question. Je me suis dit, et si jamais c'était fini, est-ce que j'aurais fait, ou en tout cas j'aurais laissé suffisamment je l'ai dit comme ça, de bonheur à ceux, et pas que de bonheur, parce qu'il y a le bonheur, mais il y a aussi peut-être la source d'inspiration. En tout cas, est-ce que j'aurais permis aux personnes que j'aime véritablement, et comme tu l'as compris tout à l'heure, c'est souvent autour de la famille que ça se tourne, et les amis proches, si je devais partir maintenant, est-ce que j'aurais pu faire ça? Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, si jamais je pars bientôt, qu'est-ce que je voudrais qu'on puisse se dire que j'ai réussi? Je crois que ça aurait été l'épanouissement, l'accompagnement et la capacité à mettre sur des rails mes 4 enfants et le bonheur, au sens de vrai bonheur, de mon épouse. Et c'est ça que j'aurais vraiment pas aimé louper. Okay. Et ça m'a fait réaliser que, et tu vas voir pourquoi c'est finalement très en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le monde professionnel, ou en tout cas sur la vie professionnelle et la vie personnelle. Moi, ça m'a fait réaliser qu'en fait, sauf une dizaine de personnes en France et peut-être une centaine dans le monde, quand quelqu'un est sur son lit de mort, on ne dit pas c'était un patron exceptionnel. On ne dit pas il a permis à une entreprise comme l'entreprise X d'aller toucher des sommets, c'est merveilleux. Non, on dit, en tout cas qu'on dira de moi, c'était un super grand-père, ou c'était un super père, c'était un super compagnon, c'était un super mari, c'était c'était un ami sur qui je pouvais compter. Or, aujourd'hui, je suis trop souvent la tête dans le guidon de qu'est-ce que je dois faire pour réussir mes objectifs professionnels. Ce qui est marrant, parce qu'en fait, c'est absolument pas ce que tu veux laisser plus tard. Et tu l'as vécu. Ben oui. Et ça paraît complètement dingue. Okay. Ça paraît complètement dingue qu'en à peine 3-4 mois, on recommence à se mettre dans ce petit hamster dans la roue et de se dire c'est à ça que je sers, c'est à ça que je dois servir, etc. Alors, attention, je suis aussi très conscient qu'il y a tout un tas de familles qui comptent sur mon engagement. En plus, j'accompagne beaucoup dans mon activité des professionnels et des entrepreneurs. Donc, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont liés au fait que l'entreprise aujourd'hui marche bien. Donc tout ça, je ne l'exonère pas. On a une responsabilité, on a un engagement. Mais in fine, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je voudrais que les gens retiennent de moi? Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, il y en a un qui a un moyen et l'autre qui a un but. Et qu'est-ce que tu aimerais faire du coup, s'il te reste quelques mois? S'il me reste quelques mois donc j'ai répondu de façon détournée à ta question, mais j'ai bien vu que maintenant il fallait que j'y réponde directement. S'il me restait que quelques mois, je pense que j'arrêterai mon activité professionnelle du jour au lendemain et que je me consacrerai uniquement à mes proches. Ok. Voilà. Merci d'y avoir répondu. J'y ai répondu directement. C'était long, hein. C'est pas facile tes questions. Il faut que ça infuse. Mais parce que c'est aussi une bonne façon de se reposer les questions au moment où tu les poses. Même si d'ailleurs on imagine y avoir déjà répondu dans sa tête. Partage de vie, tu vas retirer le dé. Et si tu fais, je te donne les consignes. Donne-moi les consignes. Si tu fais un chiffre pair, c'est de nous partager le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Ouais. Et si tu fais un chiffre impair, c'est de nous partager un des moments les plus douloureux que tu as traversés, mais surtout de nous dire quelles ressources tu as utilisées pour le dépasser. Ok. Pair. Tant mieux. J'ai envie de te dire. C'est marrant, tous mes invités ont la même réaction. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'impair est plus compliqué quand même. On passe, Mais parce que l'impair, c'est absolument pas facile d'abord de faire le tri dans ce qui était une bonne, une épreuve, une mauvaise épreuve, douloureux, pas douloureux. On l'a dit tout à l'heure pour le handicap. N'importe quel moment de ta vie, qu'il soit positif ou négatif, va induire quelque chose et va te changer radicalement. Tu t'en rends peut-être pas compte dans les premiers jours, mais un peu à l'image de droites qui se séparent avec une fourche. Au bout de quelques semaines, quelques mois, tu n'es plus du tout la même personne si tu es parti 3 cm à droite ou 3 cm à gauche. Mais je ne réponds pas à cette question, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Non, on va répondre à la première. Un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. C'est un conseil que j'ai donné il n'y a pas longtemps à une promotion de jeunes. Dans mon entreprise, j'ai un moment d'échange une fois par an avec tous les recrutés de l'année. D'accord ? Et c'est marrant, cette question m'a été posée en mars dernier.
Et je vais te faire la même réponse parce que je suis convaincu que c'est ce que j'aurais aimé. Le conseil que j'aurais aimé recevoir en étant plus jeune, et ce qui m'aurait fait gagner un temps de dingue, c'est ne te soucie pas trop de ce que les gens pensent. C'est quelque chose qu'assez naturellement, en vieillissant, on finit par comprendre. Mais si on pouvait en avoir la conviction à 16 ans, en tout cas moi, je sais qu'il y a des caractères qui arrivent à s'affranchir beaucoup plus vite de la pression des parents, de la pression sociale ou de ce que les gens veulent faire de toi. Moi, j'aurais adoré avoir ça à 16 ans. Et pas juste comme conseil. J'aurais adoré non seulement avoir le conseil, mais réaliser qu'il fallait suivre ce conseil. Ce qui sont deux choses De l'intégrer et de l'appliquer. Ouais. Ok. Voilà. Donc c'est ce que je dis maintenant à chaque fois à des gens qui me disent si aujourd'hui tu étais dans ma situation, ce sont des gens plus jeunes qui me posent la question. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on me dise plus tôt? Bon voilà, je dis la même chose. Merci pour ton retour. C'est à ton tour de poser la question au prochain inconnu. Qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question? J'aimerais poser à ton prochain ou ta prochaine inconnue la question suivante. Si finalement on avait le droit qu'à une seule source d'inspiration possible, laquelle tu retiendrais? Ok. J'ai hâte d'avoir la réponse. Si finalement on avait le droit qu'à une seule source d'inspiration, laquelle tu retiendrais? Ouais. Ok. Et toi? Si on n'avait qu'une seule source d'inspiration, je pense qu'elle serait religieuse. Ok. Ouais, je pense qu'elle serait religieuse. Ça va être... Non, ça va pas être. Ça, je vais le couper au montage, c'est naze. Je passe au titre. Ce qui est dégueulasse. Ah, bah, je suis comme ça. Non, ce qui est dégueulasse, c'est que ouais. toi, tu as le droit de couper au montage des trucs que tu n'aimes pas. Et en fait, nous, on peut pas. Alors, tu sais quoi? Quoi? Je vais le laisser. Ça va, c'est Voilà. faire. Par Non, preuve c'est de- faire. Moi, je trouve par que preuve de c'est respect. faire. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Respect, fidélité Exactement. et confrontation. Et confrontation. C'est très bien. On passe au titre de l'épisode. Quel titre tu veux pour notre épisode? Ah, la famille. Simple, basique. Ouais, La famille. c'est la classe. C'est la classe. Souvent, les choses simples, si tu sais bien t'entourer, sont quand même les meilleures. C'est vrai. On va passer à la dernière question de cet épisode. Et la dernière question est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Eh bien, je suis Eric. Je suis. C'est marrant parce que tu t'y prépares à cette question. En fait, je sais pas comment répondre. Ouais, moi je dirais, je suis Eric et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une famille que j'adore et j'ai un métier qui me permet d'être aligné. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ton métier ou pas? Parce que tu en as parlé tout le temps. La direction, du management. Ouais, tout à fait. Je peux te donner mon métier. Aujourd'hui, je suis directeur général d'une entreprise qui emploie à peu près 5000 personnes et qui travaille dans la distribution spécialisée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Non, Non. j'ai passé un super moment. C'est ton dernier mot, Eric? Ah, non, il y en a un autre. C'est que tu as réussi à me surprendre alors que je crois que je me suis fait tous tes podcasts depuis ce matin pour être sûr de ne pas être surpris. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Tu t'es fait surprendre comment? Je suis surpris par l'acuité des questions et surtout par l'enchaînement qui finit de toute façon par te forcer à être perçu un peu comme un livre ouvert. C'est pas facile, hein, parce que moi j'aime pas trop me livrer. J'ai accepté avec beaucoup de bonheur de participer à cet entretien, mais c'est pas forcément un truc super simple. D'ailleurs, tu l'as vu parce que tu m'as dit, tu as essayé de noter tous les mécanismes maladroits que j'essayais de produire pour soit gagner du temps, soit essayer de trouver le truc. Mais in fine, j'ai passé un très bon moment. Et je te remercie de cette opportunité. Merci à toi, Eric. Et merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Eric. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à partager, à commenter. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, Eric. Merci Arnaud.